Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Judith Chen et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Et bienvenue, c'est Quelle comédie, le podcast qui, chaque semaine, vous emmène dans les coulisses de la comédie française. Chaque lundi dès 8h, un nouvel épisode animé en alternance par Béline Dola et moi-même. Cette semaine, la reprise d'On ne sera jamais Alceste, spectacle de Lisa Guèze et Alexandre Trane, d'après Molière et la comédie classique de Louis Jouvet. Cette On ne sera jamais Alceste est donc à l'affiche. Créé en 2022, il reprend à partir du 21 novembre et jusqu'au 5 janvier au Studio Théâtre. On y retrouve Didier Sandre et Gilles David, déjà là lors de la création du spectacle. Michel Vuillermoz, qui était à leur côté, a depuis quitté la troupe. C'est Dominique Parent, entré en 2023, qui reprend son rôle. On ne sera jamais Alceste. Parole définitive de Louis Jouvet lors d'un de ses cours au conservatoire en 1940, plus de 80 ans plus tard. Cette affirmation poursuit, obsède toujours plus d'un apprenti acteur. Louis Jouvet, un peu comme Beckett ou Giacometti, part en effet du principe que seul l'exercice de l'échec permet d'élargir le champ des possibles. Alors bonjour Gilles David. Bonjour. Et bonjour Dominique Parent. Bonjour. Est-ce que vous aussi vous vivez le processus de création sous le régime du ratage ? Le principe déjà du spectacle, c'est justement cette façon de tourner autour de cette scène mythique entre Alceste et Philinte. Et donc on participe, nous aussi, à cette recherche de comment aborder cette scène, comment aborder ces personnages. Et c'est vrai que c'est un puits sans fond. Voilà, et le spectacle participe de ça aussi, de notre recherche aussi, autour de cette première scène du Misanthrope que tout le monde connaît, que souvent des élèves passent le concours du conservatoire avec cette scène. Enfin, c'est une scène qui résonne dans nos têtes à tous, Et on continue, nous, avec ce spectacle, à travailler, à chercher. Voilà, on ne sera jamais Alceste, on cherche quand même. Voilà. Et comme on est le 10 aujourd'hui, c'est ça ou le Non, 11? on est le 12 Oh là là, j'ai 12. plus aucune notion du temps dans cette maison. Ouais. Et c'est donc, quand ça sera le 20, la couturière, on aura un peu de monde devant nous. Pour l'instant, on est encore justement dans la phase des ratages. Mais des vrais ratages, pas des faux ratages. Pas des ratages simulés, non, je plaisante. Mais c'est vrai que, on cherche. Il faut, pour ma part, reprendre un peu me remettre dans les pas de Michel. D'abord, c'est bien pour moi, pour mes camarades aussi qui l'ont déjà joué. On réinvente évidemment des choses, je me réapproprie le parcours, la géographie, la géométrie, parfois même de ce qu'a fait Michel. Et c'est très émouvant pour moi parce que Michel a été mon camarade au conservatoire. On est de la même promotion, exactement de la même année. Et donc je le vis comme un honneur peut-être, mais en tout cas déjà une grande amitié qui passait. Et puis ce souvenir, ce qui nous a liés, parce que c'est vrai que le conservatoire est fédérateur. Je réécoutais aussi notamment Blier parler de Jouvet en tant que professeur. Et c'est vrai que Gilles aussi, on est tous passés par là. Et c'est vrai que c'est repassé par des fondamentaux. C'est-à-dire que là, en ce moment, j'ai dans ma loge, sur ma petite table, le comédien désincarné, que je considère comme une Bible posée sur la table de chevet. Et d'y revenir, c'est un peu comme, vous savez, je pense que quand on a fait un beau parcours au théâtre et qu'on a été élève fut un temps, on l'est toujours. Et c'est ça que je suis en train de revivre aussi par l'expérience de ce spectacle. Mais on a souvent, en bas des rayons, dans les rayons des livres, quand on les ressort, on souffle d'abord sur la poussière qu'il y a sur la tranche parce qu'on ne les a pas réouverts depuis longtemps. Et que ce soit la formation de l'acteur de Constantin Stanislavski ou le comédien désincarné de Jouvet ou d'autres, ces textes qui étaient des fondamentaux qu'il fallait absolument ne pas rater quand on était en formation. Ça revient là, et c'est merveilleux comme ça revit et que c'est très jubilatoire de retrouver Jouvet, dont j'ai 3 portraits dans ma loge d'ailleurs. Quand je me suis installé dans ma loge ici, en arrivant ici, j'ai accroché tout de suite 3 portraits du maître.
Oui, donc pour vous, ça reste un maître. C'est intéressant ce que vous dites d'ailleurs sur ces écrits de Stanislavski comme de Jouvet, parce qu'ils sont finalement assez peu à avoir théorisé l'acteur. Il y a l'histoire du théâtre, mais celle de l'acteur, d'éprouver en fait le jeu dans le corps. Ils ne sont pas si nombreux. Ils ne sont pas si nombreux. Pour vous aussi, Jouvet, vous l'avez en portrait dans votre loge, oui ou non, mais en tout cas, c'est un maître. Oui, enfin, on peut pas s'abstraire de tout ce qu'ils ont écrit sur l'art de l'acteur. Enfin, moi, je sais que Jeune acteur, c'est des livres que j'ai lus, Stanislavski, Jouvet, et c'est vrai, comme vous dites, il y a très peu de livres qui théorisent sur le jeu de l'acteur, quoi. Voilà. Alors après, c'est vrai que le jeu évolue, c'est vrai que les choses évoluent, et puis c'était des gens qui étaient dans la recherche. Alors à un moment donné, ils ont écrit ces livres, mais peut-être que... Mais c'est la photo d'un instant. Voilà, c'est la photo d'un instant. Alors après, les choses évoluent, le monde évolue, parce que l'art de l'acteur, c'est aussi l'art du présent. Donc on fait aussi avec notre époque, avec ce que nous vivons. Donc voilà, c'est-à-dire on s'appuyait sur ces choses qu'ils ont dites sur l'art de l'acteur, mais c'est pas une pensée arrêtée, c'est une pensée qui continue. Et puis c'est vrai qu'à une époque aussi... notamment celle de Jouvet, au conservatoire, j'ai légèrement connu, moi, mais c'était une transmission qui était assez verticale. Et que maintenant, moi j'ai enseigné au conservatoire là, pendant une dizaine d'années, et je me rends compte que la transmission, elle est plutôt horizontale, c'est un partage d'expériences, que les jeunes acteurs ont aussi des choses, parce qu'ils sont en prise directe avec le monde qui les entoure, et puis c'était vraiment un échange entre nous sur un partage d'expériences, je dirais. Oui, c'est moins pyramidal, moins ce rapport de maître à élève. Une forme de dévotion aussi, en tout cas d'obéissance. Ouais, c'est beaucoup plus horizontal, quoi. Dans vos parcours, avant d'en venir quand même à ce texte, on ne sera jamais Alceste, peut-être comme vous l'évoquez, ces années de conservatoire, alors vous en tant que professeur, mais vous avez évoqué aussi ce moment où vous étiez étudiant, vous aussi, à la même année que Michel Villermoz. Je crois que vous avez en partage quand même les cours de Michel Bouquet, Pierre Vial, et aussi l'influence de Jean-Pierre Vincent. Ça, ce sont trois hommes qui, je crois, vous ont touché tous les deux. Qu'est-ce qu'il en reste pour chacun d'entre vous, à la fois de ces leçons et puis de ces hommes aussi en scène, de ce qu'on garde malgré ce temps qui bouge et qui fait qu'on évolue forcément dans son interprétation. Ouais. Alors oui, moi ça fait partie des gens qui m'ont marqué très fortement, avec sans oublier Antoine Vitesse. Mais je prenais ce que vous aviez en commun. Je n'ai pas eu. Alors ceux en commun, effectivement, moi, Michel Bouquet, quand j'étais dans sa classe au conservatoire, j'avais vraiment le sentiment d'être un apprenti dans l'atelier d'un maître. J'avais le sentiment d'être il y avait un artisan de théâtre et j'essayais comme ça, et c'est quelqu'un qui m'a vraiment ouvert des fenêtres sur le jeu de l'acteur, sur sa réflexion sur les textes, et puis des choses aussi très concrètes, quoi, de s'appuyer sur l'écrit, de s'appuyer sur la pensée de l'auteur. Donc là, c'est très, très concret. Avec Pierre, c'était plus... il ouvrait le champ des possibles. Voilà. Il ouvrait les champs des possibles, il nous donnait beaucoup d'initiatives à chacun, et tout à coup, on pouvait faire théâtre un peu de tout. Ça donnait beaucoup d'énergie, et puis d'envie de proposer, enfin voilà. Et puis, avec Jean-Pierre, c'était vraiment sur... il y avait une pensée politique, une pensée... un engagement sur l'engagement de l'acteur, quoi, sur la responsabilité de l'acteur sur un plateau de théâtre. Moi, c'est un peu ça que j'ai retenu de ces trois maîtres. Et ben c'est drôle, alors ça c'est incroyable de répondre à cette question, parce que moi j'ai toujours considéré les trois, j'ai dit tout le temps, Pierre Vial est mon papa de théâtre, Michel Bouquet mon maître, et Jean-Pierre Vincent mon obstétricien. C'est lui qui m'a accouché au théâtre, j'ai envie de dire. Parce que Pierre, c'est vrai que, comme le dit Gilles, là je reviens 2 secondes, je ne fais pas une digression, mais simplement on est connecté au présent quand on est professeur. Il y a peut-être cette horizontalité heureuse d'ailleurs, mais je ne décroche jamais, moi, d'autant plus en arrivant dans cette maison dont je suis un tout jeune pensionnaire. Quand je regarde les portraits sur les murs, je me questionne tout le temps cette transmission. Pierre Vial a succédé à Jean Dasté, etc. Michel Bouquet a vu... Moi j'adore ça, parce que j'aime aller voir du côté de l'intemporel. La modernité, c'est une chose qui ne m'intéresse pas. Je préfère l'intemporalité, parce qu'il y aura toujours des modernes, il y aura toujours des ressassements, il y aura toujours Alors évidemment, c'est l'époque qui déteint de fait. L'époque, elle s'imprime d'elle-même par le mouvement
vivant des jeunes générations qui arrivent. Et la transmission, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. J'en ai touché 2 mots, je pense, qui vont apparaître. J'avais fait un entretien un jour là-dessus. Michel Bouquet avait vu Madame Segon-Weber jouer, qui était une grande sociétaire d'ici. Madame Segon-Weber avait été formée par Provost. Provost était formé par Gau. Et quand on les voit sur les toiles dans le foyer. Et c'est fou parce qu'il ne faut pas grand monde pour arriver à Molière. Donc cette espèce de chose me fascine complètement. Comme disait Valère Novarina, que j'ai beaucoup accompagné. Finalement, de nous à Jésus, il n'y a que 20 centenaires qui se tiennent la main. C'est pas beaucoup. Et donc, je repense à Bouquet. Et tu as raison, Gilles, de le dire. C'est vrai qu'on était dans l'atelier d'un maître, comme un maître des lacs pour un jeune apprenti au Japon ou un céramiste. Enfin, il ne passait jamais par il nous connectait directement à l'auteur et ça m'a souvent sauvé la vie. Il m'accompagne toujours, Michel, dans ce sens-là. Quand il y a une défaillance, peut-être du côté peut-être de la mise en scène ou d'un spectacle, je repense toujours à Michel et Jean-Pierre. Effectivement, la dimension politique que j'ai retrouvée. Mais ça, c'est en dehors de la maison, chez Bernard Sobel aussi. C'était ces générations-là qui, tout à coup, faisaient qu'on s'inscrivait dans l'époque par rapport au fait que le rire, notamment le théâtre, mais le rire chez Jean-Pierre, j'aime beaucoup sa joie, Jean-Pierre. Et il nous a amené, il avait monté en plus, on l'a pas eu comme professeur pour travailler des scènes, comme on nous le demandait au conservatoire, pour les journées de juin, etc., etc. Ça a été finalisé en 3e année par Daniel Mesguich, mais on s'est vu très peu, d'ailleurs on a travaillé quelques scènes, mais avec Jean-Pierre, il avait monté 2 pièces de Molière justement, dans le cadre du conservatoire, l'Impromptu de Versailles, dont on peut dire que c'est une trace justement de peut-être la vision qu'avait Molière du jeu, et puis Les Précieuses Ridicules, et Jean-Pierre m'avait fait le cadeau de me distribuer dans Mascarille. Dans Mascarille, Valère Novarina vient me voir, et on ne s'est plus quitté pendant 33 ans. Donc c'est pour ça que quand je dis qu'il m'a accouché au théâtre, c'est parti de ces précieuses ridicules au conservatoire. D'où l'importance effectivement de ces 3 hommes-là. Et avec Pierre, on explorait des champs, c'était magnifique. C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on essayait plein de choses. La liberté, l'initiative, c'est une manière de se découvrir soi. Et puis le rapport à vitesse était important pour Pierre aussi, par exemple, et fondamental. Donc il y avait je n'ai pas eu Antoine Vitesse, mais j'ai envie de dire que par Pierre, c'est comme si on avait reçu par capillarité, vous en avez eu un peu. L'enseignement d'Antoine Vitesse, oui. C'est ce spectacle, donc On ne sera jamais Alceste, qui est donc un spectacle, je disais, de Lisa Guèze et Alexandre Tran, d'après le Molière et la comédie classique de Louis Jouvet. C'est donc, ça nous donne à voir 3 personnages. Vous êtes 3, donc tous 2 avec Didier Sandre. Vous allez vous passer les costumes et les rôles. Les rôles, ils sont au nombre de 3, 2 élèves et un professeur qui n'est pas nommé comme étant Jouvet, mais qu'on devine comme étant Jouvet. Les 2 élèves préparent cette scène initiale donc, du Misanthrope, pièce d'ailleurs mise en scène par Jean-Pierre Vincent, je crois, à deux reprises. Donc là, il y a une sorte de triple vertige quand on s'inscrit dans les histoires. Et donc, ça vous demande à vous de vous reconnecter à une forme d'innocence, à une forme de fraîcheur qui est celle de l'étudiant qui a peur, qui est confiant selon les moments. Oui. C'est comment ça de se retrouver dans ce trio, de s'échanger les rôles, donc finalement on se prend des baffes mais on en donne aussi. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez jubilatoire ? Bah oui, c'est très, très ludique de passer de l'un à l'autre, de passer du maître à l'élève, de passer d'Alceste aussi à Philinte. Il y a aussi une chose qui nous réunit tous les 3, c'est ces passages de relais, puisqu'on est tous les 3 tour à tour, Jouvet, Philinte et Alceste. Donc il y a quelque chose d'assez jubilatoire dans ce spectacle, d'assez ludique. Et puis ça raconte quelque chose aussi du théâtre, le fait de se passer comme ça les rôles de l'un à l'autre, ça participe aussi de la théâtralité de ce spectacle et puis de la joie qu'on a à le faire ensemble. Pour ma part, de la joie qu'on aura à le faire, parce que je suis encore dans la zone de sécurité, en attendant de lâcher les chevaux bientôt. Enfin, on les lâche déjà. Et puis c'est aussi
J'y pense en vous écoutant, le principe de cette maison qui est fondée sur l'alternance, en fait, là, l'idée d'être soit Alceste, soit Philinte, Oui. c'est en miniature aussi un peu votre Absolument, ça votre raconte quotidien. aussi ce que l'on vit au quotidien ici, Ouais. quand on passe d'un rôle à l'autre, quand on passe l'alternance, de remplacer un acteur parce que voilà, il n'est pas là. Donc, Parce qu'il est resté en robe de chambre chez lui, parce et qu'il qu'il est a resté, oublié que c'était voilà. en matinée en soi. Donc voilà, ça participe aussi comme ça, sur une heure, à ce fonctionnement que l'on connaît, nous, en grandeur nature ici, quoi. Ouais. Il y a des leçons qui sont faites autour, par exemple, de la figure d'Elvire. Ce sont des choses qu'on peut voir aussi, des films qui existent. Un film de Benoît Jacot, d'ailleurs, qui a été fait sur cette Elvire 40. Elvire Jouvet 40. Ici, donc, ce qui est choisi, c'est cette scène initiale du misanthrope. Vous avez dit, tout le monde la connaît. Moi, je me dis toujours, c'est pas forcé. En fait, il y a peut-être des gens qui ne la connaissent pas. Peut-être. Et qu'est-ce qu'elle a de si singulier qui fait que, encore aujourd'hui, on la donne à apprendre, on juge un apprenti comédien apte ou non à avoir son diplôme sur cette scène. Et qu'est-ce qu'il y a de, finalement, encore aujourd'hui tellement actuel dans cette figure, en quête d'absolu, qui est la figure d'Alceste, et puis la figure de Philinte en face? C'est-à-dire que ce qui est intemporel, à mon avis, c'est deux points de vue sur le monde. Voilà, qui se défendent. Chacun a ses arguments pour défendre comment il se place par rapport au monde qui l'entoure. Et c'est pour ça que c'est une chose qui, à mon avis, va continuer à irriguer nos plateaux de théâtre. Voilà, comment on se place par rapport, d'une manière philosophique, quelle est notre place dans le monde. Je crois que et ça c'est complètement intemporel, quoi. Voilà. Et cette scène qui est très longue, c'est aussi une scène, pour ça qu'elle elle est assez attirante, parce que c'est une scène très longue, c'est de la discussion, c'est des échanges de points de vue, d'arguments. C'est profondément humain. Et c'est profondément humain, donc on n'en finit jamais. D'essayer de trouver les arguments de l'un et de l'autre. On ne sait pas qui a tort, qui a raison. Finalement, à un moment donné, on peut se dire, oui, Philinte a absolument raison. Ah oui, Alceste. Voilà, et c'est un débat comme ça qui reste ouvert. C'est pour ça que cette scène, à mon avis, a traversé les siècles. C'est un rôle qu'on a envie de jouer, Philinte ou Alceste? Ah, moi, un des deux, effectivement, oui. Parce que ce n'est pas encore le cas. Non. Moi, j'ai Pour jamais vous joué deux, Alceste, vous j'ai jamais avez joué jamais- Philinte. J'ai joué dans le Misanthrope, mais pas Oui. ces rôles-là. Mais c'est vrai que c'est très attirant. Voilà. Et puis, c'est aussi un challenge de cette scène qui est longue. Comment on maintient aussi en haleine le spectateur à participer à ce débat sur est-ce qu'on s'ouvre au monde ou au contraire, est-ce qu'on s'extrait du monde. Voilà, c'est une... Puis je disais Ça que... fait rêver. Ouais, ça fait rêver. Je disais que vous passiez les rôles. Est-ce que la manière de l'autre d'interpréter quelque chose qu'à son tour, on va interpréter un peu plus tard, nourrit, ébranle, questionne, attire? Oui, c'est vrai. Mais c'est très. L'exercice est périlleux quand même parce que ça n'est pas comme dans. Justement, on évoquait tout à l'heure le Elvire Jouvet 40 avec Philippe Clévenot. Et si je ne me trompe pas, c'est bien lui qui jouait Alceste dans la mise en scène de Jean-Pierre. Oui, c'est lui. Donc, on retrouve aussi cette transmission-là. Parce que, et c'est, là, en l'occurrence, il y avait le maître et les élèves en face. Tandis que nous, cet exercice est périlleux dans le sens où on reprend des moments de cette scène initiale de l'acte 1, la scène 1. Et c'est assez troublant, mais comment dire. Quand nos camarades, enfin moi je me mets à cet endroit-là, c'est ça, je l'entends aussi comme l'exercice pur technique de diction, de mémoire, ce que demande toujours Jouvet. Ça fait le ressassement, la musique intérieure fait qu'on se nourrit aussi de dire tiens, c'est vrai que c'est la réplique, elle est celle-là. Et ça nous fait comme à l'intérieur du spectacle comme un rappel du moment où ça va être à nous. On pourrait presque, tant qu'on est dans le cadre, dans la posture de l'élève, celui du maître, de jouer c'est impossible, mais dans les moments où on est élève, on peut presque se passer le relais parce qu'on connaît. Bah oui, par essence, que chacun connaît tout. On est censé connaître tout, ce qui n'est pas souvent le cas d'ailleurs de connaître les deux rôles, en tout cas de cette partie-là. Et puis en même temps, ce qui est très beau sur la fin du spectacle, on termine par jouer cette première scène, on la joue à 3. Voilà. Et ça raconte aussi quelque chose du théâtre et de l'acteur, c'est-à-dire que là,
à trois, on se passe vraiment les relais et c'est ensemble à trois que nous portons la scène. Donc au niveau purement théâtral, être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute de ce qui se dit, de changer, etc. C'est vraiment une chose que l'on porte à trois et effectivement là l'énergie circule de l'un à l'autre. Comme un chant commun, dont on se passerait les différents couplets ou à tour de rôle. Et là aussi, ça raconte quelque chose du théâtre, d'être au présent de ce qui se dit, d'être au présent de ce que dit le partenaire, d'être au présent. Là aussi, l'exercice continue, quoi. Et Jouvet, vous avez évoqué la diction comme étant un recours, ou le texte aussi comme étant un recours. Il avait une sorte de mystique, quoi, rapport quasi mystique avec le texte. Et puis, en ce qui concerne la diction, c'était pour lui, dans cette diction, une manière de retrouver véritablement le sentiment, le sentiment de l'auteur. Je me demandais si jamais il y avait quelque chose de ce... quand vous avez parlé de l'époque et du monde d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est périmé dans cet art de Jouvet ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on enseigne, je veux dire, il y a sans doute évidemment des grands principes qui sont une sorte de pierre fondatrice de l'art du théâtre et de l'incarnation, mais est-ce qu'il y a des choses aussi qui ont passé? Je ne suis pas sûr qu'elles ont passé. Elles peuvent aussi, à un moment, comment dire, je parlais l'autre jour avec... justement avec Lisa et Alexandre, et puis j'entends parfois, ce n'est plus comme ça qu'on fait aujourd'hui, ça m'est arrivé de l'entendre. En 33 ans, j'ai été microté une fois, et c'était pour la cour d'honneur du Palais des Papes, ce qui peut se comprendre. Une fois, jamais de ma vie, je n'avais eu un micro à chèvre, et sur 5 spectacles l'année dernière, j'ai été microté 3 fois. Donc effectivement, on dit qu'aujourd'hui la technologie vient nous aider et que c'est bien et c'est formidable parce qu'on peut nuancer des tas de choses. Quand on a la musique, on peut utiliser cet outil, ça n'est qu'un outil supplémentaire. Mais je comparais ça à j'ai un ami marin qui a mon âge et il peut naviguer au sextant. C'est-à-dire que si d'un seul coup l'informatique lâche, il prend un sextant, il peut regarder les étoiles et continuer à naviguer et trouver le bon cap. Je pense qu'il ne faut jamais oublier les fondamentaux et d'être un moment à voix nue sur scène et de donner, au sens du don, vraiment, de donner, comme on disait, Madame Dussan a donné hier soir encore Arsinoé, je ne sais quoi. Il y a le don jusqu'au dernier balcon sans avoir recours à la technologie. Pour moi, je dis, ça ne doit pas être oublié. C'est comme si je ne sais pas, un danseur étoile à l'Opéra de Paris. C'est pas plus la peine de faire le Grand Écart ou le Lac des Cygnes. Il y a un hologramme qui va le faire à ta place. Enfin, je caricature un peu, mais il y a des fondamentaux. L'art théâtral est toujours le même. On projette, etc. Quoi qu'il arrive, il faut savoir le faire. Et je ne veux pas faire le vieux barbon qui dit aujourd'hui les jeunes on les entend plus, ils n'articulent pas, on comprend rien. Non, c'est pas ça. C'est que je pense que ça n'est pas perdu, mais voilà, il faut rester vigilant. Oui, c'est-à-dire que moi je trouve que je l'ai vu au conservatoire en enseignant pendant 10 ans, c'est-à-dire qu'il y a l'influence de l'image qui a fait beaucoup, et très vite il faut se battre contre le fait d'être soi-disant naturel, quoi. Soi-disant, alors du coup les choses se quotidianisent un petit peu, et c'est vrai que le micro n'aide pas, parce que souvent on voit les acteurs qui se reposent avec cet appareil-là, alors que ce qui est beau c'est ce corps à corps avec le texte, ce corps à corps avec l'écriture, c'est ça qui est beau, c'est l'essence même du théâtre. C'est finalement, on en revient même au grec où c'est un acteur, un texte, et il y a ce corps à corps comme ça avec le texte. C'est l'acteur qui est théâtre. En fait, d'ailleurs, chez Jouvet, il y a ça. C'est ce qu'on voit très bien dans cette scène où il n'y a quasiment pas de décor. Finalement, c'est le comédien qui est théâtre. C'est le comédien, et puis la manière de se confronter à l'écriture. C'est vrai que les auteurs n'écrivent pas de la même manière. On ne repas quotidien. Tchekhov n'écrit pas comme Molière, n'écrit pas comme Shakespeare, et je dirais même Lagarce. Il n'y a pas une science applicable. Voilà, et c'est vraiment avant tout se confronter, et c'est ce que nous a appris Michel Bouquet, c'est se confronter à l'écriture, et que les véritables originalités ou la manière dont un acteur sera mobile, c'est en s'appuyant sur le texte, parce que voilà, en jouant Tchekhov, on ne joue pas comme Molière, si on s'attache à voir comment la partition est écrite. Et c'est cette partition-là qui fait bouger l'acteur. Voilà, plutôt que d'une chose un peu extérieure ou qui viendrait de je ne sais où, c'est s'appuyer vraiment sur l'écriture.
En ça, dans le spectacle, en effet, on voit très bien que cet art-là est complètement vivant et que c'est dans le corps que les choses se passent. Alors, ce qui est très touchant pour le spectateur qui, d'ailleurs, dans ce spectacle au Studio Théâtre, est vraiment comme un élève qui assisterait à la classe de Jouvet, qu'on espère qu'on ne sera pas interrogé intérieurement. Mais c'est un peu ça la position. On vous voit essayer donc déconstruire une pratique pour reconstruire. Et sans doute, n'est-ce pas un hasard, si jamais vous êtes des comédiens aussi chevronnés qui jouaient les élèves, parce que j'imagine qu'il faut avoir quelques heures de vol pour avoir cette capacité-là d'aller déconstruire, d'aller, entre guillemets, jouer mal, caricaturer peut-être les choses dans un sens pour... dans cette fin qui est très très belle, là pour le coup, j'imagine être au top de ce que vous êtes aujourd'hui. Et en même adulte. on joue pas les mauvais élèves. Parce que d'abord, ce sont des élèves du conservatoire. Il y a une sincérité à essayer. C'est déjà des élèves qui ont déjà... donc, on ne cherche pas à mal jouer. En fait, c'est plutôt comment on interprète la parole de Jouvet et comment elle est comprise. C'est plutôt ça. C'est-à-dire, un élève pense capter quelque chose de la parole du maître et va essayer d'une manière très scolaire, entre guillemets, d'appliquer la consigne. C'est plutôt une question d'interprétation de la parole du maître, quoi. Voilà. Et ça participe de cette recherche aussi, tout en avançant dans le spectacle, on participe aussi à la recherche de comment jouer, et puis ça, nous, en tant qu'acteurs aussi, moi je dois dire, on n'en finit jamais. C'est jamais une chose qui est arrêtée, parce que, moi j'ai plus de 60 ans, évidemment que je découvre des rôles que je n'ai pas joués il y a encore 10 ans. Donc finalement, on apprend tout le temps. On est tout le temps en apprentissage. Il y a des auteurs nouveaux aussi qui arrivent, des écritures nouvelles aussi qui arrivent. Et là aussi, il faut les appréhender. Donc finalement, on passe notre vie à être élève. À être des débutants. C'est l'idéal. Et c'est pour ça que ce métier est magnifique, c'est qu'on apprend tout le temps. En fait, c'est pas une chose arrêtée. C'est vrai. Je regardais l'entrée des artistes en pensant à notre rencontre aujourd'hui, et puis il y a cette scène magnifique où il y a, je ne sais plus si c'est Isabelle qui passe sa scène, etc. Et puis elle est pas mal d'ailleurs, et Jouvet lui dit c'est pas mal, et elle dit j'ai pas confiance en moi, et puis il lui dit mais t'as qu'à avoir confiance, crois déjà en ton personnage. Et je me disais il y a un distinguo là en fait. Est-ce qu'on peut croire en son personnage mais ne pas croire en soi? Alors, je crois que la notion de personnage, c'est un grand débat. Moi, je crois plus au rapport de l'acteur avec une situation donnée. Et c'est ça qui va faire le personnage. Et avec l'écriture et la situation. Le personnage en soi, il n'existe pas. C'est quelqu'un qui a écrit Alceste, Philinte, mais avant tout, il a des choses à dire sur le monde. Et suivant que ça soit tel ou tel acteur qui l'interprète, le spectateur, lui, va parler du personnage. Mais nous, c'est pas une chose qui nous... Moi, le personnage ne m'a jamais préoccupé. Moi, ce qui me préoccupe, c'est mon rapport à l'écriture et mon rapport à la situation. Et de là... Le personnage ne préexiste pas à l'interprétation. Ne préexiste pas à l'interprétation. C'était, Alors avant, dans le théâtre classique, il y avait les jeunes premiers, les machins, les emplois. Les emplois, premier valet de comédie, etc., qui figeaient les choses. Mais je crois plus au fait qu'un individu, un artiste s'empare d'une écriture, s'empare d'une situation, et à partir de là, les gens qui le regardent vont parler de personnages. Mais pour moi, c'est pas une chose qui me préoccupe. Non, mais t'as exactement. Vous, Dominique, je soutiens absolument ce que vient de dire Gilles. Et puis, mais ça évoque aussi une phrase. On en revient toujours au maître, c'est-à-dire que Michel Bouquet disait le premier jour à ses élèves quasiment, ne cherchez pas à être singulier, vous l'êtes d'emblée. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est vrai que c'est peut-être un défaut de jeunesse, mais je sais pas, d'essayer tout à coup d'être original, de se mettre en avant et tenir le personnage en avant. L'acteur porte son corps devant lui, c'est une phrase de Valère Novarina, qui m'a accompagné, qui m'accompagne encore et que j'ai accompagné longtemps. Et c'est ce que disait Jouvet aussi, d'ailleurs dans une émission qui est intéressante. Daniel Ivernel raconte l'avoir croisé 2 heures avant sa mort. Et à l'époque, il l'avait engagé pour jouer Néron. Il dit
tu crois être Néron? Il dit j'essaye, du moins, lui répondre ne sois pas, enfin, le fait de ne pas avoir de point de vue personnel, se dégager des notions personnelles, mais faire le travail. Le travail, le ressassement, jusqu'à en se mettant justement techniquement d'abord. Il parlait beaucoup il travaillait comme tu disais tout à l'heure, on parlait du maître dans l'atelier, d'un ébéniste, je ne sais quoi. La construction ne passait pas par le ressenti, le naturel, la sincérité, des choses comme ça. Je crois que je vais détester ça. Et comme vous disiez tout à l'heure, Judith, il avait plutôt une vraie mystique de ça, c'est-à-dire comme les mantras, comme les prières, c'est-à-dire le ressassement, la répétition et la technique. Et ensuite, en tenant la chose, l'obsession, et que soi-même, mon identité, ma personnalité l'intéresse en fait, absolument pas des du tout. parties de toutes ces coquetteries, on pourrait dire. Hein. De toute façon, il est là. Donc, bien si sûr, jamais on essaye d'être le plus sincère, le plus honnête pour servir, ce qui est écrit, c'est là que l'acteur naît. Oui, et être dans les situations, traverser le texte, et ce que dit Dominique, c'est vrai que le ressassement, et à un moment donné, en jouant, en étant dans les situations, avec le langage de l'auteur, on est traversé par des choses, mais on est traversé d'une manière intime. Mais quand je dis traversé, c'est qu'on ne s'installe pas dans un sentiment ou une émotion, c'est qu'on est traversé par les émotions. Et à un moment donné, il y a notre intimité, c'est ce que dit, je rejoins là une phrase de Stanislavski qui dit « Un grand acteur, c'est quelqu'un qui est capable d'être intime en public ». Et je crois qu'à force de ressasser, il y a des choses qui nous traversent et on délivre des choses de nous à travers ces personnages, entre guillemets, quoi. Avec nos voix, nos chairs, notre carcasse. Vos inflexions, vos fragilités. Et ce que la vie a fait. C'est pour ça que le temps aussi, il parle beaucoup du temps. C'est très, très, très long. Alors évidemment que quand un jeune acteur débarque et qui va être sublime sur un plateau, parce qu'il sera dans sa temporalité à lui. Et puis ensuite, quand on a nos âges, Gilles et moi, on arrive aussi à un moment où il ne faut même pas chercher c'est la vie a imprimé des choses et c'est cette singularité-là qu'on ne va pas rechercher. Elle y est là, elle y est de toute façon. Et c'est ce que vous avez à offrir, comme vous disiez, donner. Fin janvier, vous allez vous retrouver tous les deux dans une création Maeterlinck par Tommy Millot. Ce sera au Théâtre du Vieux Colombier. Pour l'instant, c'est On ne sera jamais Alceste. Ça se donne au Studio Théâtre à partir du 21 novembre et jusqu'au 5 janvier dans une mise en scène de Lisa Guez. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.